Le roi du Maroc est attendu demain après-midi à Abidjan. Ce sera la troisième visite de Mohamed VI en Côte d'Ivoire en 3 années consécutives. Il est prévu un tête-à-tête entre le souverain chérifien et le président Ouattara. Aussi la signature de plusieurs accords lundi au palais présidentiel. Dans l'actualité économique, la clôture officielle des assemblées annuelles de la BAD clôture cet après-midi ici à Abidjan en présence du Premier ministre. Au lendemain de son élection, le nouveau président de l'institution, Akinwumi Adesina, a prononcé cet après-midi un discours sur fond de reconnaissance et d'orientation. Après-demain, 31 mai, sera célébrée la fête des mères. Cette année, les femmes de médias se sont donné rendez-vous aujourd'hui dans les locaux de l'ISTC. Marraine de cet événement, piloté par la ministre de la Communication, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Et puis à l'étranger, Muhammadu Buhari investi président du Nigeria ce matin. C'était lors d'une passation de pouvoir historique, 2 mois après avoir remporté les élections contre Goodluck Jonathan. Le président Buhari a annoncé les couleurs de son mandat, priorité faite à la lutte contre Boko Haram. Voilà pour le sommaire, il est 20h, heure de la grande édition. Bonsoir à tous, bienvenue. Tout d'abord ce soir, ces images du roi du Maroc attendues demain après-midi à Abidjan. Ce sera la 3e visite de Mohamed VI en Côte d'Ivoire en 3 années consécutives. Il est prévu un tête-à-tête entre le souverain chérifien et le président Alassane Ouattara. Aussi la signature de plusieurs accords lundi au palais présidentiel. Également dans l'agenda du roi du Maroc, une visite de la baie de Cocody, un projet exécuté par une entreprise marocaine. Ce projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody avait été présenté au président Alassane Ouattara au cours de sa récente visite au Maroc du 20 au 21 janvier dernier. Le roi du Maroc se rendra mardi à 16h30 exactement sur la baie de Cocody pour une visite explicative du projet de sauvegarde de la baie de Cocody. Les travaux d'assainissement de cette baie, justement, se poursuivent et avancent bien. C'est le constat fait ce vendredi par les ministres de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme et celui de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Mamadou Sanogo et Alakwa Rémy sont allés se rendre compte de l'évolution du chantier. Après plus de 8 mois de travaux, on observe déjà des impacts positifs. Christelle Menant. L'assainissement de la baie de Cocody à 40% achevé. C'est le principal à retenir au terme de cette visite de chantier effectuée par Mamadou Sanogo, ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, en compagnie de celui de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Après 8 mois de travaux effectués bien en amont de l'itinéraire abidjanais des eaux de ruissellement, Mamadou Sanogo ne cache pas un début de satisfaction. Nous repartons, en tout cas pour ce qui me concerne, très rassurés parce que véritablement il y avait un chénal à réaliser. Nous voyons qu'aujourd'hui l'emprise du chaînage existe bel et bien. Il était important que les problèmes d'assainissement qui se situaient en amont de ce carrefour Lindenier soient pris en compte. C'est ce qui a été fait. Il s'agit maintenant pour le gouvernement de choisir la configuration qu'il veut pour cette baie. La saison des pluies débute et les dispositions ont été prises pour éviter des inondations, notamment au carrefour de l'Indénier. 7 barrages écrêteurs de crues construits dans les quartiers de Williamsville, du plateau d'Okuy et d'Abobo. Ils permettent aujourd'hui de réduire le débit des eaux de ruissellement qui échouent dans la lagune Ébrié via le chénal du carrefour de l'Indénier. À l'époque, la baie était complètement bouchée. Donc ça a constitué à creuser donc ce chenal-là pour que les eaux ne bloquent plus. Quand les eaux vont venir, ça se déverse directement dans la baie. Des travaux d'assainissement du bassin versant du Gourou, financés à plus de 8 milliards de francs CFA avec l'appui de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale. Les travaux vont se poursuivre, même au-delà du mois de septembre. Mais déjà, ce qui nous rassure, c'est que toutes les premières pluies nous ont montré que nous sommes sur la bonne voie. Au terme de ces travaux d'assainissement sont prévus des travaux d'aménagement qui devraient transformer la baie de Cocody en marina et faire de l'épineux problème d'inondation au carrefour de l'Indénier un mauvais souvenir. L'actualité ce vendredi, c'est aussi Muhammadu Buhari investi président du Nigeria ce matin. C'était lors d'une passation de pouvoir historique 2 mois après avoir remporté les élections face à Goodluck Jonathan. Élu le 28 mars dernier, Muhammadu Buhari a officiellement pris les rênes du Nigeria en présence de nombreux dignitaires étrangers, notamment Charles Kofi Dibi, ministre ivoirien d'État, ministre des Affaires étrangères, représentant le chef de l'État ivoirien. On fait le point avec Abiba Dambélé Sawé.
C'est devant un parterre de personnalités, au rang desquelles plus d'une dizaine de chefs d'État africains, que s'est déroulée l'investiture du président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari. Le président de la République, Alassane Ouattara, était représenté par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi. La Côte d'Ivoire et le Nigeria sont deux pays frères qui entretiennent d'excellentes relations. Au point où, au lendemain des élections, c'est le président de la République, notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a effectué un déplacement ici même à Abuja pour féliciter les deux présidents pour la hauteur d'esprit qu'ils ont eue et pour la grandeur qu'ils ont eue en considérant les intérêts de ce grand pays qui est le Nigeria que nous respectons. Parmi les personnalités étrangères présentes également le secrétaire d'État américain John Kerry et le ministre français des Affaires étrangères et du Développement international, Laurent Fabius. La cérémonie de passation entre le président Buhari et son prédécesseur Goodluck Ebele Jonathan s'est déroulée place de l'indépendance d'Abuja, la capitale du Nigeria. Le président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, a été élu le 28 mars 2015. Dans son discours d'investiture, le président Muhammadu Buhari a promis d'intensifier la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Vous venez de le voir, vêtu d'un habit traditionnel et tenant un exemplaire du Coran dans la main droite, Muhammadu Buhari a promis de respecter la constitution et les lois du Nigeria. Il a prêté serment aux côtés de son prédécesseur, Goodluck Jonathan. Le président Buhari a aussitôt annoncé les couleurs de son mandat, priorité faite à la lutte contre Boko Haram. Retour en émail sur les temps forts de cette investiture dans ce récit de Sylvie Touré. Une poignée de main, synonyme de passage de témoin entre Goodluck Jonathan et Muhammadu Buhari. Élu le 1er avril dernier, l'ex-général prend officiellement fonction ce vendredi. Une cérémonie solennelle qui ne fait pas oublier à Muhammadu Buhari l'immensité de la tâche qui l'attend. Insécurité, corruption, pénurie de combustible, lutte contre la pauvreté et le chômage sont les défis majeurs. Les Nigérians ne regretteront pas de nous avoir confié ces responsabilités nationales. Nous ne devons pas succomber au manque d'espoir, nous pouvons régler nos problèmes. Et la préoccupation majeure demeure Boko Haram. L'ex-général entend déplacer le centre de commandement de l'armée d'Abuja à Maïdougouri, le fief de la secte islamiste. Une stratégie, dit-il, pour étouffer l'ennemi. Et nous ne pouvons pas proclamer la victoire contre Boko Haram tant que les filles de Chibok et toutes les autres personnes innocentes sont encore retenues en otage par les insurgés. Auteur d'un putsch en 1983, Muhammadu Buhari s'affiche en démocrate converti. À 72 ans, il incarne désormais l'alternance démocratique pour avoir renversé par les urnes un président au pouvoir, une première dans l'histoire du Nigeria. En économie, la clôture officielle des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD, ici à Abidjan en présence du chef du gouvernement ivoirien. Au lendemain de son élection, le nouveau président de l'institution bancaire panafricaine, Akinwumi Adesina, a prononcé cet après-midi un discours sur fond de reconnaissance et d'orientation. Ces 50e assemblées annuelles de la BAD auront enregistré des représentants de 80 pays membres de la banque. Ce sont au total près de 4500 participants qui ont pris part aux travaux. Jean-Jacques Ouaméala. Avec 4520 participants, les 50e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD ont battu le record de la mobilisation. Autre temps fort de ces assemblées annuelles, 11 ans après le retour de l'institution à son siège à Abidjan, c'est l'élection du Nigérien Akinwumi Adesina à la tête de l'institution. Il succède à Donald Kaberuka, dont le travail effectué a été salué par le docteur Mabrit Akeuse, président du Conseil des gouverneurs de la BAD. Honorable gouverneur, les travaux que nous sommes en train d'achever consacrent donc un nouveau départ dans la maturité de notre institution commune, la BAD, appelée à jouer son rôle capital d'instrument de lutte contre la pauvreté en Afrique, mais aussi et surtout être la première institution de développement qui accompagne résolument l'émergence de notre continent. Donald Kaberuka a rappelé que la BAD a atteint depuis son arrivée en 2005 une maturité notée AAA par les agences de notation internationale sous son impulsion.
La BAD a triplé son capital et est devenue la première institution de financement du développement sur le continent africain avec 317 opérations pour un montant de 6,2 milliards d'euros en 2013. En attendant sa prise de fonction prévue le 1er septembre prochain à Kewumi Adesina, le président élu a félicité le gouverneur pour le soutien. Il a salué le travail de Donald Kaberuka à la tête de l'institution et a pris l'engagement de prendre soin de l'héritage. Au nom du chef de l'État, Daniel Kablan-Duncan a rendu un hommage au président Donald Kaberuka. Il a dit au président élu que la Côte d'Ivoire va le soutenir. Daniel Kablan-Duncan a terminé en donnant sa vision de la Nouvelle-Afrique. Avec l'initiative Africa 50, la Banque africaine de développement a un rôle primordial à jouer en synergie avec les autres instruments dont s'est doté le continent, afin de réaliser cet agenda éminemment important pour le futur de l'Afrique, qui se positionne aujourd'hui, notre Afrique, comme la nouvelle frontière du développement. Les prochaines assemblées annuelles de la BAD auront lieu en juillet prochain à Lusaka, en Zambie. Le président Akinwumi Adesina, élu à 58% à la tête de la BAD, hérite de dossiers lourds: bonne gouvernance, développement du capital humain, lutte contre la pauvreté et financement des infrastructures. Voilà, entre autres, les chantiers sur lesquels il est attendu. Dans ce sujet, d'Adama Kone focus sur les défis du nouveau patron de la BAD. Reportage. Dès après son élection, le nouveau président du groupe de la Banque africaine de développement BAD, le Nigérian Akinwumi Adesina, s'est envolé pour son pays. Et pour cause, l'investiture du président de la République fédérale du Nigeria ce vendredi 29 mai. S'il est retourné aussitôt au bord de la lagune Ébrié, accompagné de son épouse, pour la cérémonie de clôture, c'est le 1er septembre prochain qu'il prendra fonction. Et les défis au cours de sa présidence sont nombreux. Les grands défis, c'est poursuivre l'intégration régionale et puis la question de la jeunesse. C'est important d'augmenter le flux économique, le flux même financier en Afrique. Je vois que la BAD, en tant que première institution financière, doit jouer un plus grand rôle à faciliter les allées et venir entre les pays, entre le peuple et entre les citoyens africains. Pour cet autre participant aux assemblées annuelles d'Abidjan, le challenge peut se résumer en 3 points. Le défi des infrastructures était très important puisqu'on sait qu'avec la transformation de l'économie africaine, il faut plus d'infrastructures. On estime à 100 milliards de dollars chaque année ce qu'il faut investir pour rattraper énergie, routes, aéroports, ports. Donc c'est un défi majeur. Deuxième question, c'est la question des ressources humaines. Parce qu'on estime que les ressources humaines finalement, c'est l'infrastructure des infrastructures. S'il n'y a pas de compétences, de talent pour profiter de ces infrastructures, il n'y a pas de développement. Donc je crois qu'il y a un défi majeur pour le président de la BAD, c'est s'assurer avec les États africains qu'ils misent sérieusement sur la rénovation du système éducatif, qu'on mise davantage sur les formations pratiques et techniques, parce qu'avec 80% de jeunes au chômage, on ne peut pas faire de développement même s'il y a des routes, même s'il y a des aéroports. Et puis troisième défi, la gouvernance. La gouvernance pose de sérieux problèmes au continent africain. La gente féminine compte aussi figurer parmi les priorités d'Akinwumi Adesina. C'est important d'accroître la politique envers les femmes, d'autonomisation, de renforcement des capacités. Mais sa longue expérience dans le secteur agricole ne va-t-elle pas influencer ses options? Ça devrait à mon avis influencer, même si je ne peux pas supputer ce qu'il fera. Mais vous savez que l'agriculture, en principe, occupe 3/4 des populations africaines. Mais dans le même temps, c'est un secteur qui ne produit pas assez. C'est-à-dire, on est obligé d'importer, alors que 60% des terres arables non cultivées sont en Afrique, et que beaucoup de jeunes peuvent trouver des emplois dans l'agriculture. On n'a jamais finalement mis l'accent sur l'agriculture. Si le président, fort de son expérience dans l'agriculture, ne pousse pas aussi l'agenda de la BAD et des pays dans le développement, l'industrialisation de l'agriculture, pour nourrir l'Afrique, pour donner des jobs, pour créer des industries, je pense qu'il sera passé un petit peu à côté de quelque chose. Tout compte fait, l'on s'accorde sur le fait que le nouveau président a les moyens de réussir sa mission. C'est quelqu'un qui a une notoriété internationale, donc il va beaucoup apporter à la BAD au niveau de ses relations, au niveau de ses connaissances. C'est un chercheur hors pair, donc pour moi c'est quelqu'un qui va être à la hauteur. Un vent nouveau souffle à la tête de la BAD. Il appartient à son président, à sa prise de fonction, de le rendre favorable pour le développement du continent. Et en marge de ces assemblées annuelles 2015 de la BAD, le ministère de l'intégration africaine
et des Ivoiriens de l'extérieur a organisé un forum des ministres sur le projet de partenariat intra-africain pour la mobilité des talents, TMP, une rencontre de haut niveau pour servir de plateforme à un dialogue dans la mise en place d'un partenariat pour la mobilité des talents entre les États africains. L'éclairage de Gabriel Zani. Un cadre consensuel, un engagement des pays pour faciliter les transferts de compétences entre les États africains, c'est l'objectif du programme de partenariat pour la mobilité des talents TMT. Sur 3 jours, des ministres et des experts présents aux assemblées de la BAD ont mené des réflexions sur la mobilité des professionnels, des gens d'affaires et des investisseurs dans l'espace CEDEAO. Le but, améliorer l'accès des entreprises à la bonne qualité de professionnels dans le temps et l'espace. Nous verrons avec la Banque mondiale comment elle pourra financer les projets que nous aurons identifiés dans le cadre de la mobilité des talents dans notre espace ouest africain. Cette mobilité des compétences entre États africains permet d'accroître le niveau de productivité, la compétitivité des entreprises, chose qui peut, en retour, stimuler la croissance économique et créer des emplois à travers une intégration économique accélérée. Au sein de l'UMOA, nous sommes le moteur, la locomotive de l'économie ouest-africaine. Nous pourrions être les leaders, un acteur important pour la promotion des ressources humaines. Ces rencontres font suite à une série de réunions tenues sur le sujet. Le ministre ivoirien de l'intégration a pour sa part réaffirmé la volonté du gouvernement à promouvoir une libre circulation des personnes, pierre angulaire de la croissance de la sous-région. Et ce message du ministère des Infrastructures économiques, dans le cadre du programme de réhabilitation des infrastructures routières structurantes et de l'amélioration de la fluidité routière dans la ville d'Abidjan, le ministère des Infrastructures économiques procédera aux travaux de réhabilitation de la chaussée du pont de Gaulle du mardi 2 juin 2015 au samedi 31 octobre 2015. Ces travaux entraîneront une réduction du nombre de voies circulables ainsi qu'un ralentissement du trafic habituellement observé sur le boulevard Lagunaire et le pont de Gaulle. Le ministère des Infrastructures économiques s'excuse auprès des usagers pour les éventuels désagréments. Dans un autre registre, après-demain, 31 mai, sera célébrée la fête des mères, événement pour magnifier la fille, la femme, la mère, protectrice et génitrice. Cette année, les femmes de médias se sont donné rendez-vous aujourd'hui à l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC, marraine de cet événement piloté par la ministre de la Communication, la Première Dame, Dominique Ouattara. Le témoignage de Thomas Guessambi. C'est ce vendredi que les femmes du monde des médias de Côte d'Ivoire ont choisi, laissant de côté un tant soit peu leurs plumes, microphones et autres artifices du métier pour célébrer la fête des mères édition 2015. Une fête sur fond d'hommage. Et c'est sur Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, que le choix des femmes de la communication s'est porté pour parler d'hommage à la mère. Madame la Première Dame, nous nous honorons de votre présence à nos côtés qui témoigne de l'intérêt que vous avez toujours porté et manifesté à l'endroit de vos sœurs de Côte d'Ivoire et particulièrement ce jour à celle de nos différentes corporations. C'est la première fois de notre histoire qu'un tel honneur nous est fait. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, s'emploie à promouvoir la femme dans tous les domaines de la société ivoirienne. Et nous sommes sûrs que vous y êtes pour quelque chose. Après cette figure de proue des médias de Côte d'Ivoire, c'est au tour d'Afoussiata Baba Lamine, ministre de la Communication, de reconnaître le mérite de l'épouse du chef de l'État dans ses actions en faveur de celles qui ont le privilège unique de mettre au monde les enfants. Toutes les mères du secteur de la communication, Madame la Première Dame, sont présentes. Nous avons décidé d'avoir pour modèle la Première Dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, femme, épouse et mère, généreuse, attentionnée, sensible et réceptive. En effet, Madame la Première Dame, vous êtes tout cela. Qui ne s'inspirerait pas de votre grand humanisme et de votre sens inné du partage
qui ont fini par vous faire appeler affectueusement la Blanche Colombe au cœur d'or et Fantagbe par l'ensemble des Ivoiriens, vous l'avez entendu. Les femmes ne se sont pas limitées aux seules et simples paroles. Par des présents, elles ont aussi dit merci à la première dame. Moment d'hommage, il a plu à Dominique Ouattara de retourner l'ascenseur à ses filleuls par des distinctions, de nombreux cadeaux et une enveloppe de 7 millions de francs CFA avant des mots d'encouragement. Cher Afoussi, je voudrais te féliciter pour l'heureuse initiative que tu as eue de nous réunir aujourd'hui. Bravo. Mes chères sœurs, le secteur dans lequel vous avez choisi d'exercer est constamment soumis à l'admiration et aux critiques de tous et connaît lui aussi son lot de difficultés et de privations. Pour autant, vous vous montrez toujours à la hauteur de votre engagement, que ce soit à la télévision, à la radio, dans la presse écrite ou la presse en ligne, vous exercez votre métier avec autant de détermination et de professionnalisme que vos collègues hommes. Vous êtes toutes des héroïnes du quotidien et je voudrais, ce jour, vous adresser toute ma reconnaissance. Je suis fière de vous. Pour le reste, ce sont des femmes à la fois heureuses et reconnaissantes à la première dame Dominique Ouattara et au ministre Afoussi Tambaba Lamine qui sont repartis, se donnant rendez-vous sans doute pour 2016. Au terme de ce cérémonial magnifiant la femme, notre reporter Thomas Guessambi a recueilli quelques réactions. C'est un grand honneur pour toutes les femmes de la communication. Qui plus est, moi je viens de prendre ma retraite et j'ai été associée à cette fête. Vraiment, je dis un grand merci à la première dame. Mais c'est aussi une exhortation à mieux faire au niveau des femmes. Donc nous devons prendre l'engagement de faire bien pour qu'il y ait de plus en plus de fêtes des mères pour les femmes de la presse. C'est la première fois que les femmes du monde de la communication sont célébrées en tant que mères. Et recevoir pour cette première fois la première dame, nous ne sommes que comblés. Et je voudrais en profiter pour remercier et féliciter notre ministre de tutelle, Mme Afoussi Lamine Bamba, qui a organisé cette fête. Pour nous, les femmes de la communication, nous exerçons un métier à haut risque. Nous méritons d'être beaucoup encouragés et surtout ne plus être relégués au second plan par rapport à l'homme. Nous devons occuper des postes prépondérants dans toutes les instances de la nation. La Côte d'Ivoire honorée à l'Assemblée mondiale de la santé à Genève. Une forte délégation ivoirienne a pris part à l'assise marquée par la distinction du professeur Thérèse Ndriyoman, ancienne ministre de la Santé, aujourd'hui conseillère spéciale auprès de la présidence en charge de la santé. Elle a reçu le prix du Forum de Genève pour la santé pour son combat contre le VIH-Sida et plusieurs autres actions menées dans le secteur sanitaire. Delphine Blas. Dès les premières heures de l'annonce du VIH en Côte d'Ivoire, dans les années 1990, elle a été parmi les premiers Ivoiriens à mener le combat contre cette maladie. Le professeur Ndriyoman œuvre depuis le 26 janvier 2002 contre le VIH-Sida à travers son ONG nationale, Akonda VS, la première ONG de lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Son rôle, la prise en charge des malades. Devenue ministre de la Santé 9 ans après, elle a continué le même combat en s'impliquant davantage dans la lutte contre la pandémie et dans plusieurs autres domaines avec un seul objectif, le bien-être de la population ivoirienne. Ce mérite est aujourd'hui reconnu par un jury indépendant international à Genève. Ndriyoman Thérèse, aujourd'hui conseiller spécial auprès de la présidence en charge de la santé, a donc honoré la Côte d'Ivoire en recevant le prix du Forum de Genève pour la santé en reconnaissance du travail abattu. Je voudrais comprendre cette distinction comme une reconnaissance de ma persévérance et de mon engagement total en faveur de la santé. Ce prix est pour moi la confirmation de l'intervention permanente de la Providence dans ma vie à chaque occasion
où j'ai pu recevoir une distinction. Je terminerai par une mention spéciale au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, à qui j'adresse ma reconnaissance pour son soutien. Le jury a pour sa part exprimé toute sa satisfaction à la Côte d'Ivoire, qui fait partie aujourd'hui des pays qui comptent grâce aux actions en matière de santé du président Alassane Ouattara. Le prix lui a d'ailleurs été dédié. Il faut souligner qu'en même temps que la Côte d'Ivoire, 3 pays, à savoir la Grande-Bretagne, l'Afrique du Sud et l'Inde, ont tous eu ce prix en marge de l'Assemblée mondiale de la santé qui a enregistré la présence du ministre actuel de la Santé et de la lutte contre le sida, Dr Raymond Goudou Kofi. Créée en 1915, l'organisation Helen Keller International est présente en Côte d'Ivoire depuis 15 ans. L'organisation, qui œuvre dans l'humanitaire, a célébré hier son centenaire en présence du ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Anne-Désirée Oloto a encouragé les responsables de l'ONG pour les nombreuses actions menées dans le pays. Grâce Kando. Helen Keller International est une organisation qui œuvre principalement dans les domaines de la mortalité infantile et de la malnutrition. Elle apporte aussi son soutien au système de santé et aux producteurs agricoles. Cette organisation a vu le jour il y a 100 ans, mais en Côte d'Ivoire, elle comptabilise 15 années de présence. Nous appuyons le gouvernement dans d'autres actions sociales ou d'investissement dans l'agriculture, en soutien des femmes rurales, dans l'optique de donner leur l'opportunité de produire des produits vivriers à haute valeur nutritive. Des actions saluées par la représentante de la première dame, Anne-Désirée Oloto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Ce sont les femmes de Côte d'Ivoire, les familles qui sont très heureuses de bénéficier donc de cette présence de la Fondation Helen Keller International. C'est une fondation qui apporte beaucoup et qui permet aux personnes vivant avec des handicaps de comprendre que leur engagement à leur propre cause est important. La célébration du centenaire a également permis de distinguer des organisations œuvrant dans le domaine de l'humanitaire. Oui, je suis très ravie de Juan. Je remercie à Dieu, à la ministre Sajuan et à toutes les personnes qui, à de bon cœur, ont collaboré avec nous pour aider nos enfants les plus petits, les plus démunis, spécialement les enfants handicapés de Mankono. Helen Keller International conduit actuellement plus de 180 programmes dans 21 pays africains, asiatiques ainsi qu'aux États-Unis. En bref et en image, en marge de la 23e session de l'Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le Premier ministre a animé ce vendredi un panel traitant des causes de la pauvreté malgré la croissance. Il a aussi proposé des solutions pour réduire le déséquilibre. Les précisions de Léon Brou vous seront proposées certainement dans nos prochaines éditions. À l'occasion de la visite d'État effectuée par le président de la République dans le district d'Odiéné, plusieurs villages ont eu l'opportunité d'être électrifiés. Parmi ces villages, Baradian, un village situé sur l'axe Odiéné-Touba. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tungara, et son homologue de l'intégration africaine, Ali Koulibaly, ont précédé le président Ouattara dans sa visite dans le Denguélé pour aller permettre à ce village de connaître les bienfaits de la lumière. Thomas Guessambi. Les indices de développement que le président de la République, Alassane Ouattara, apporte aux différentes localités du pays à chacune de ses visites d'État n'ont pas épargné Baradian, village de la sous-préfecture d'Odiéné. C'est précisément le 21 mai dernier que le village reçoit la visite de 2 membres du gouvernement pour la mise sous tension de son réseau électrique. À côté de toutes les civilités qui entourent ce genre d'événement, Adama Tungara, ministre du Pétrole et de l'Énergie, a tout de même le temps de partager la vision du président de la République avant la mise sous tension. De 2013 à 2015, l'électrification de 132 localités a été engagée sur les 189 localités non encore électrifiées dans le Denguélé. Le montant total des travaux engagés illustre la volonté du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, d'électrifier tous les villages de la Côte d'Ivoire d'ici l'an 2020, et cela à travers le programme national d'électrification, le PRONER.
Et pour colorer de la plus belle des façons ce moment unique, le ministre Ali Koulibaly, lui, a procédé à l'installation d'une lampe à basse consommation dans un domicile. Toute chose pour dire qu'à côté du réseau à relier, l'accès pour les populations à l'électricité préoccupe aussi le gouvernement ivoirien. À l'étranger, le Suisse Sepp Blatter est élu ce soir même président de la Fédération internationale de football après le retrait de son rival, le prince jordanien Ali Ben Al-Hussein, du second tour où il avait été poussé. Sepp Blatter, âgé de 79 ans, avait recueilli au premier tour 133 voix contre 73 pour son rival jordanien, qui bénéficiait notamment du soutien de l'Union des associations européennes de football UEFA. Il n'avait pas atteint la majorité requise des 2/3 des suffrages exprimés. Le prince Ali avait donc réussi à pousser Sepp Blatter au deuxième tour avant de se retirer. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.